Bien, bonjour à tous. Je suis donc Cédric Herry. J'ai étalé tout mon CV en fait sur la première diapositive de cette présentation. Je vais commencer en fait par la société dans laquelle je travaille. Je travaille pour une société qui s'appelle Airlab DFS. Je suis le directeur de la recherche et développement depuis à peu près presque une vingtaine d'années. Et dans le cadre de ces fonctions, en fait, j'ai intégré depuis quelques années des comités de normalisation qui travaillent sur les équipements de protection de laboratoire et la ventilation de laboratoire. Et à ce titre, je suis donc le président de la commission de normalisation française, UNM 61, et également expert au niveau de la commission de normalisation européenne, TC 332, en fait, qui ensuite se divise en plusieurs working groups qui travaillent par exemple sur les armoires de sécurité de laboratoire, les armoires anti-feu, les PSM, les Sorbonnes de laboratoire ou la ventilation de laboratoire. Alors, cette présentation, elle est partie d'un constat que j'ai fait il y a maintenant quelques années. C'est que souvent il y a une mauvaise connaissance en fait des équipements de protection par les utilisateurs et que cette mauvaise connaissance en fait conduit souvent à danger des opérateurs. Euh, et un des objectifs en fait de cette présentation, c'est un petit peu en fait de redonner quelques guidelines ou quelques clés qui permettent à chacun ou peut-être à chacun de mieux comprendre en fait à la fois comment choisir le bon équipement de protection de laboratoire. Et on verra en fait tout à l'heure que c'est non seulement bien le choisir, bien l'utiliser et je rajouterai une dernière chose, c'est bien l'entretenir ou bien le maintenir, puisque une des conditions fondamentales du choix approprié, enfin, en tout cas de la mise en sécurité d'un utilisateur lors de la manipulation de produits chimiques dans un laboratoire, passe évidemment par l'évaluation du risque. Et j'ai cru comprendre aujourd'hui qu'on avait un panel en fait de spécialistes de l'évaluation du risque qui participent à cette conférence. Euh, Face à cette évaluation du risque, il faut faire ensuite le choix du bon équipement de protection, la mise en place de la bonne procédure également de manipulation pour se protéger. Mais au-delà de ça, il va falloir aussi veiller que les équipements de protection soient bien entretenus. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, il est lié en fait aux, je dirais, différentes visites et observations que j'ai pu faire au cours des 20 dernières années dans les laboratoires. C'est que je dirais bien souvent, on est face à une situation qui est assez problématique et qu'on peut illustrer actuellement avec la situation des hôpitaux. C'est je dirais, une adéquation entre le nombre d'équipements de protection et le besoin de protection du laboratoire. En fait, le plus souvent, on se rend compte que face à une situation de danger, on n'a pas forcément en fait, sous la main tout ce dont on a besoin pour se protéger. Et l'illustration avec l'affaire des masques en fait, de sécurité dans les hôpitaux ne fait que appuyer ce constat. Je dirais qu'on peut faire en fait, dans la plupart des entreprises ou des laboratoires lorsqu'on visite des laboratoires en France. Il y a de rares cas où on peut tomber sur la situation à l'inverse, où par excès en fait, de principes de protection, on va se retrouver avec des laboratoires qui, eux, sont en surprotection. Alors, on va dire, du point de vue du préventeur, ça paraît totalement satisfaisant. On verra aussi en fait, que la surprotection, elle engendre d'autres problématiques, notamment des problématiques liées au coût de fonctionnement du laboratoire. Ce n'est pas forcément négligeable, mais qui dit surprotection dit aussi des besoins en fait, de maintenance ou d'entretien de son équipement qui sont accrus. Et ça, malheureusement, ce n'est pas toujours mis en œuvre comme il le faudrait. Donc aujourd'hui, dans cette présentation, je vais passer un petit peu vite en fait sur la partie analyse du risque, puisque je dirais ce sont des conférences ou des sujets qui ont souvent été abordés au cœur en fait des Quark Safety Day, mais je vais plutôt en fait m'appuyer sur à vous décrire en fait les équipements de protection de laboratoire. Alors, je ne vais pas tous les faire aujourd'hui, mais je vais essayer de vous donner un petit peu quelques clés sur comment les identifier et comment comprendre leur fonctionnement et comment savoir choisir en fait le bon équipement au bon moment. Donc, on va passer
un petit peu de temps pour parler des Sorbonnes raccordées, des Sorbonnes à filtration. Je passerai un peu plus vite sur les postes de sécurité microbiologique, les isolateurs, mais à la fin de la présentation, si vous avez des questions, je serai prêt également à répondre à des questions sur ces problématiques-là. Et on terminera en fait en parlant un petit peu des règles de bon usage des EPC, des règles d'installation et surtout la nécessité en fait d'entretien, de contrôle périodique et de maintenance, qui est, je dirais, en France en tout cas, le parent pauvre de la protection. Alors, une nouvelle fois, je vous ai dit, pardon, je vais revenir en arrière. Il y a risque, en fait, je vais aller très très vite là-dessus. Dans la première conférence, on a parlé en fait du danger chimique, de l'identification en fait du danger lié à une molécule, par exemple la mutagénicité en fait d'une molécule, le fait qu'un produit mutagène, qu'un produit soit mutagène, ne signifie pas forcément qu'il y a risque pour l'utilisateur. En fait, il y a risque à partir du moment où on est exposé à ce produit mutagène. Et toute la problématique en fait, de la protection en laboratoire, c'est de faire en sorte que lorsqu'on est face à un produit dangereux et qu'il y a un risque d'exposition, qu'on mette en œuvre le moyen adapté de protection. Donc, je passe très rapidement sur cette partie-là. Et donc, bien choisir ensuite son équipement de protection va passer par une bonne connaissance en fait, de ces équipements et de leur fonctionnement. Or, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça, en fait, que globalement, je fais cette présentation. D'abord, il va falloir se retrouver dans, je dirais, la multiplicité des moyens de protection collectifs en fait, qui sont mis à disposition des utilisateurs de laboratoire. Vous allez entendre parler, par exemple, de Sorbonne raccordées. Ces Sorbonnes raccordées, elles peuvent être standards, elles peuvent être low flow, elles peuvent être VAV. Vous voyez déjà que quand je rajoute en fait, ces qualificatifs aux Sorbonnes, ça devient tout de suite un sujet un petit peu plus complexe. On a ensuite des Sorbonnes d'attaque acide, des Sorbonnes à recirculation, des postes de sécurité microbiologique, des boîtes à gants, des isolateurs, et on a également en fait, des points d'aspiration locaux comme les bras articulés qui sont aussi parfois appelés en France des BOA. Lorsqu'on est face à ces équipements, la vraie question, c'est de savoir quel équipement utiliser face à quel type d'exposition. Pour ça, on pourrait penser en fait, qu'on va trouver des réponses dans les normes. Alors déjà, là aussi, un espèce de capharnaüm, il va falloir comprendre qu'au niveau des normes, on a 3 niveaux. On a d'abord les normes nationales. Pour celles qui nous concernent principalement, on va parler des normes AFNOR. On a ensuite des normes continentales, les normes européennes, et puis on a ensuite, au niveau au-dessus, en fait, des normes ISO. De manière générale, contrairement à ce qu'on pourrait espérer, les normes en matière d'équipement de protection collectif de laboratoire ne sont pas d'application obligatoire. Elles ne sont pas des normes harmonisées. Donc, les utilisateurs sont libres en fait, de choisir des équipements qui répondent à ces normes ou qui n'y répondent pas. J'aurais plutôt tendance à dire choisissez des équipements qui répondent aux normes. Mais voilà, la norme ici n'est pas la loi. L'autre point à connaître en fait, au niveau des normes, c'est de comprendre en fait, que lorsqu'une norme est adoptée sur un sujet au niveau européen, elle est automatiquement transcrite au niveau national. Donc, si un sujet, par exemple, est traité au niveau de la CEN, on va retrouver en fait, au niveau AFNOR uniquement sa traduction. C'est le cas, par exemple, sur la norme pour les Sorbonnes. Le rôle et l'organisation des normes, donc j'en ai parlé un petit peu au niveau continental. Ensuite, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont malgré tout des documents de référence qui devraient faire en sorte que lorsque vous achetez en fait une Sorbonne, elles définissent un seul et même type de produit sans avoir besoin de rentrer dans le détail. Donc, les normes sont ici en fait pour faciliter les échanges entre entreprises, les organismes et les pouvoirs publics. C'est une base d'échange, c'est un document d'accompagnement et de réglementation. Ça, c'est l'objectif de la norme. Je dirais, je vais être peut-être un petit peu brutal en parlant de ça, alors même que je suis un des experts en fait, de ces commissions normatives. Je dirais qu'aujourd'hui, toutes les normes n'ont pas atteint leurs objectifs en termes de clarification en fait, de l'offre de protection collective dans les laboratoires. Je vais vous donner quelques exemples. On va commencer en fait avec la Sorbonne raccordée. Alors, la Sorbonne raccordée, c'est aujourd'hui, je dirais, le moyen de protection le plus classique en laboratoire. Il s'agit en fait d'un poste de travail ventilé dans lequel on va
créer une barrière d'air entre l'utilisateur et la manipulation. La Sorbonne, qu'elle soit raccordée d'ailleurs ou non, elle a déjà un premier objectif, ça va être de protéger contre les projections de produits chimiques. C'est pour ça en fait que, notamment, on va avoir une enceinte autour du produit avec une façade mobile devant, entre l'utilisateur et la manipulation. Cette façade, elle est là pour que s'il y a une explosion ou s'il y a une projection de produits chimiques, en fait, ce produit ne soit pas projeté vers le corps ou la tête de l'utilisateur. Ensuite, donc il y a l'introduction de cette notion de flux d'air qui va créer une barrière d'air entre le produit et la manipulation. Le rôle de cette barrière d'air, c'est d'éviter l'inhalation de produits chimiques, c'est-à-dire le retour de vapeur de produits chimiques au niveau des voies respiratoires de l'utilisateur. Donc pour ce faire, pour créer cette barrière d'air, il va falloir aspirer l'air du volume de travail, et dans une Sorbonne raccordée, cet air va être pompé en fait par un conduit et rejeté en toiture. Au niveau donc de la compréhension de ce fonctionnement, quelques petits détails. Déjà, la première chose, c'est une des règles de bon fonctionnement d'une Sorbonne, c'est de faire en sorte que la ventilation soit en aval en fait du conduit de la Sorbonne. Faites bien attention en fait que la ventilation soit pas en amont parce que dans ce cas-là, vous mettez les conduits en pression et en cas de fuite, l'air qui est extrait de la Sorbonne a de grands risques en fait, de repasser dans les sous-plafonds ou d'être rejeté en fait, dans le bâtiment. Cette norme, ce produit, cette Sorbonne à extraction, donc, elle va être définie dans un certain nombre de normes, notamment une norme européenne qui a été transcrite en norme française, qui est l'EN 14175. Alors, c'est une norme complexe, je vais passer un petit peu de temps dessus. Cette norme EN 14175, elle est aujourd'hui déclinée en, alors je vais vous dire 8 parties, en tout cas il y a une 8e partie qui est en cours de travail et qui vont vous définir à la fois, qui vont vous donner le vocabulaire sur le produit, les exigences de sécurité, la manière de le tester en test de type, en test de site, et puis ensuite quelques préconisations particulières sur les Sorbonnes d'attaque acide ou les Sorbonnes en fait pour charge thermique élevée ou manipulation d'acide. Ou charge thermique élevée. Pour qu'une Sorbonne fonctionne, l'autre point qu'il faut comprendre, c'est qu'une Sorbonne, en fait, est un dispositif relativement complexe qui nécessite une extraction d'air, c'est une évidence, mais on oublie bien souvent dans la conception des laboratoires que le bon fonctionnement de la Sorbonne dépend aussi en fait, d'un apport d'air neuf. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites fonctionner une Sorbonne, elle va fonctionner avec des débits d'air qui vont être compris en général entre 500-600 mètres cubes par heure et 1500 mètres cubes par heure. Si vous extrayez en fait, de votre laboratoire 500 ou 600 mètres cubes par heure ou plus, il va falloir en même temps que vous réintroduisiez ce volume d'air neuf dans le laboratoire. L'absence de renouvellement d'air ou d'apport d'air neuf dans le laboratoire peut compromettre en fait, très fortement le fonctionnement de la Sorbonne. Donc, en général, on préconise de manière à maintenir le laboratoire en légère pression négative, il peut y avoir des exceptions à ça, que l'on réintroduise dans le laboratoire en fait 90% de l'air extrait par la Sorbonne. Donc ça, c'est le cadre d'une utilisation idéale de la Sorbonne. Cet air qu'on réintroduit, évidemment, il va falloir le refroidir, le chauffer, l'humidifier ou le déshumidifier en fonction des activités du laboratoire. Ce fonctionnement, comme je vous le disais, normalement dans les grandes structures ou les grands laboratoires est à peu près respecté, mais malheureusement, au cours du temps, lorsqu'on fait des réaménagements de laboratoire ou lorsqu'on fait évoluer son laboratoire, ce fonctionnement idéal de la Sorbonne est souvent oublié et en modifiant en fait son système de ventilation, on arrive parfois à déséquilibrer les équilibres de circulation d'air et donc par là même en fait compromettre la sécurité de l'utilisateur.
Je vous parlais des normes. Donc, je vous disais que la norme EN 1475 était une norme complexe. C'est une norme qui est déclinée aujourd'hui en 7 parties publiées, une 8e partie qui est en cours de travail. La partie 1 donne le vocabulaire, un petit peu ce que je vous présentais au-dessus, hein, en parlant de la façade. Je ne vais pas parler des plénums, mais elle définit ce qu'est un plénum, elle définit ce qu'est un clapet anti-retour. Je dirais d'un point de vue sécurité, ce n'est pas forcément la partie qui a le plus d'intérêt. La partie 2 nous donne en fait les exigences de sécurité de performance. C'est une partie qui, en termes de contenu, ne tient pas ses promesses. En fait, elle va vous dire que la Sorbonne doit être équipée d'alarmes sonores et visuelles en cas de défaut de flux d'air, mais elle ne définit pas, par exemple, ce qu'est un flux d'air nécessaire à la protection de l'utilisateur. On a ensuite deux parties, la partie 3 et la partie 4, qui parlent des méthodes d'essai de type et méthodes d'essai sur site. Donc, les méthodes d'essai de type, en fait, c'est ce que le fabricant doit appliquer pour que sa Sorbonne soit conforme à l'EN 1475. Et la partie 4, c'est la méthode qui permet en fait de tester une Sorbonne sur site. On a ensuite une spécification technique sur l'installation et la maintenance des Sorbonnes. C'est la partie 5. La partie 6 qui nous parle en fait des Sorbonnes à débit d'air variable et la partie 7 des Sorbonnes pour charge thermique et acide élevé. Alors, quelques petites choses intéressantes. La partie 6 a été introduite en fait pour présenter ce qu'on appelle les Sorbonnes à débit d'air variable. À l'origine, en fait, les Sorbonnes qui étaient installées dans nos laboratoires il y a une quarantaine d'années étaient connectées à un ventilateur qui tournait toujours à son régime maximum. Je vous parlais tout à l'heure de, on va dire une moyenne de 1000 m3 par heure. Il faut savoir que quand vous extrayez en fait 1000 m3 par heure de votre laboratoire et que vous réintroduisez 900 m3 par heure d'air neuf dans le laboratoire, ceci va engendrer des coûts de fonctionnement de la Sorbonne qui sont souvent un petit peu ignorés, mais une Sorbonne en fait peut coûter entre 2000 et 8000 euros d'énergie par an en fonctionnement à plein régime. Donc très vite, les fabricants de Sorbonne ont mis en place en fait des dispositifs pour assurer en fait des économies d'énergie. Et le premier niveau de stratégie pour assurer des économies d'énergie, c'est de faire varier le régime de ventilateur en fonction de la hauteur de porte de la Sorbonne. C'est-à-dire que lorsque la façade de la Sorbonne est baissée, on va faire baisser le régime du ventilateur. Donc, on va extraire moins d'air de la Sorbonne et en extrayant moins d'air de la Sorbonne, on consomme moins d'énergie. Ceci nécessite quand même un système de régulation un peu complexe puisque quand on ajuste le volume du ventilateur d'extraction, il faut aussi ajuster le ventilateur d'apport d'air neuf en fait, dans le laboratoire. Les Sorbonnes, donc à charge thermique, pour charge thermique et acide élevé, elles prennent en compte en fait que le confinement nécessaire lorsqu'on a un chauffage de produits chimiques à l'intérieur de la Sorbonne, en fait, nécessite des composantes en termes de confinement qui sont différentes. La norme européenne est assez précise dans sa description des tests et des exigences de tests sur les Sorbonnes. Par contre, elle n'est pas très précise en termes d'exigences de sécurité. En fait, c'est le meilleur compromis ou le moins mauvais compromis en fait, pour parler des Sorbonnes, c'est un texte européen. Ce que dit la norme européenne, elle dit qu'il reviendra ensuite en fait, aux pays membres de la Commission européenne de déterminer eux-mêmes leur propre seuil de sécurité pour les Sorbonnes. C'est ce qu'a fait en fait la France avec un texte complémentaire qui est la NFX 15-206, publié ou revu en 2010, qui, elle, fixe des seuils pour l'essai de confinement. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est un essai de confinement et je vais essayer de faire ça de manière relativement pédagogique. Je vais passer, c'est ici. Tout à l'heure, je vous disais, en fait, une Sorbonne, une des fonctions de la Sorbonne, c'est de protéger contre l'inhalation de produits chimiques. Malheureusement, contrairement en fait, à beaucoup d'idées reçues, la barrière d'air n'assure pas une exposition zéro au risque chimique. En fait, elle assure un taux d'abattement entre la concentration qui est émise à l'intérieur de l'enceinte et ce qui potentiellement peut arriver au niveau des voies respiratoires de l'utilisateur.
C'est vrai sur une Sorbonne raccordée, c'est vrai sur une Sorbonne à recirculation, c'est vrai également en fait, sur un poste de sécurité microbiologique. Pour comprendre en fait, ce pourcentage, pour accéder à ce pourcentage d'abattement de la Sorbonne, on va réaliser ce qu'on appelle un test de confinement. Ce test de confinement consiste à émettre un traceur à l'intérieur de la Sorbonne, à une concentration connue, et on va aller vérifier par différentes méthodes la quantité de ce traceur qui va revenir ou ressortir par la façade. Ce que prévoit la norme EN 1475, en fait, c'est plusieurs types de tests de confinement. Elle prévoit un test de confinement qu'on appelle dans le plan interne, c'est celui qu'on voit sur la diapositive qui est juste devant vous. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, en fait, si vous voyez le pointeur de ma souris dans le partage d'écran. Bon, alors, à l'intérieur de la Sorbonne, vous voyez en fait un petit éjecteur qui va émettre le gaz traceur. Là, ici, on est à l'intérieur en fait, de la Sorbonne. Juste devant, ce que vous avez ici, c'est une grille de prélèvement en fait, qui va prélever l'air dans le plan d'ouverture de la Sorbonne. Et cette grille de prélèvement va être connectée à un détecteur, par exemple, à un détecteur infrarouge transformé de Fourier. Donc, le but ici, c'est de voir sur la quantité de gaz traceur qui est émis à peu près à une quinzaine de centimètres à l'intérieur de la Sorbonne, c'est de regarder ce qui ressort par la façade. Ça, c'est ce qu'on appelle le test de confinement dans le plan interne. Il y a un deuxième test de confinement qui est prévu en fait, dans le plan externe, c'est-à-dire qu'on place un éjecteur à l'intérieur de la Sorbonne, mais la grille de prélèvement n'est plus placée en fait, dans le plan de la Sorbonne, elle est placée à quelques centimètres en avant de la façade. C'est censé représenter un petit peu plus ce qui revient au niveau des voies respiratoires de l'utilisateur. Il y a un troisième test de confinement qui est pratiqué dans la norme européenne, c'est ce qu'on appelle le test de robustesse, où on fait le test de confinement dans le plan externe et en même temps, on va faire bouger une plaque qui est censée représenter en fait, le mouvement d'un utilisateur qui passe devant la Sorbonne pendant la manipulation et on va regarder en fait, ce que le mouvement de cette plaque engendre sur la performance de confinement de l'appareil. Donc, ça, c'est ce qui est décrit dans l'EN 1475. Et ensuite, par rapport à ça, les États membres de la Commission étaient censés émettre en fait, des seuils de confinement par rapport à ces tests. Malheureusement, je vais passer rapidement, malheureusement, au stade actuel, on a très peu de pays qui ont édité des seuils de confinement. Là, d'abord la France. Sur la NFX 15206, vous avez donc le seuil de confinement français qui a été publié, qui lui nous dit que lorsqu'on pratique le test de confinement dans le plan interne, au niveau de la grille de prélèvement, on ne doit pas retrouver plus de 0,1 ppm du gaz traceur. L'Allemagne a également publié en fait, des valeurs, mais par contre pas exactement sur le même test de confinement. Elle l'a publié en fait sur le test de confinement dans le plan externe. Et elle nous dit, lorsque je fais la mesure au niveau de la grille externe, je ne dois pas retrouver plus de 0,65 ppm de SF6, que ce soit sur le confinement dans le plan externe ou lors du test de confinement, de robustesse de confinement. On a une autre référence qui n'est pas une norme, qui est juste une recommandation aux Pays-Bas, qui, avec le même test de confinement dans le plan externe, nous dit qu'une Sorbonne ne doit pas rejeter plus de 0,02 ppm de SF6 et en même temps que le facteur de confinement doit être de 2000. Alors, supérieur à 2000. Le facteur de confinement, c'est un concept un petit peu où, lorsqu'on émet en fait, le SF6, on va regarder le taux d'abattement de la Sorbonne par rapport à ce SF6. Donc, un facteur de confinement supérieur à 2000, ça signifie que si vous émettiez, par exemple, 2000 ppm d'un produit chimique à l'intérieur de l'enceinte, vous ne devriez pas retrouver plus de 1 ppm au niveau de la grille externe. Et les Pays-Bas appliquent également cette règle au niveau du test de confinement ou de robustesse de confinement avec un facteur de confinement supérieur à 100.
Il y a ensuite une dernière valeur. La Suède n'a pas mis de valeur en fait sur les tests de confinement. Elle s'est contentée en fait de fixer un seuil de vitesse en façade sur les Sorbonnes. Alors là aussi, c'est quelque chose en fait qui est souvent pas très clair pour les utilisateurs. C'est est-ce que confinement, est-ce qu'on doit se référer à un seuil de vitesse? Il faut savoir que les deux paramètres en général sont liés sur une Sorbonne donnée. Donc logiquement, pour atteindre une valeur de confinement, par exemple un facteur de confinement en fait, de 2000, ça doit correspondre pour une Sorbonne donnée à un minimum de vitesse en façade donnée. Mais souvent, malheureusement, ces valeurs ne sont pas toujours communiquées par les fabricants. Alors, les autres Sorbonnes qu'on va retrouver dans le laboratoire, je vous ai parlé des Sorbonnes VAV tout à l'heure, et puis les Sorbonnes d'attaque acide, ou à charge thermique élevée, elles vont répondre exactement au même test de confinement. Mais par exemple, une Sorbonne VAV, lorsqu'on fait le test de confinement, on va aussi vérifier, comme le confinement varie en fonction, ou comme la vitesse de ventilateur varie en fonction de la hauteur de façade de la façade, on va regarder la réactivité du ventilateur et on va regarder s'il n'y a pas des ruptures de confinement au moment du mouvement de la façade. Et puis, pour les Sorbonnes d'attaque acide, le test de confinement va être fait avec l'ajout d'une charge thermique à l'intérieur de la Sorbonne pour vérifier notamment l'effet d'une convection thermique sur le confinement de la Sorbonne. Il y a un 8e texte, je vous disais, qui est en préparation actuellement. Donc, ça sera la partie 8, probablement, je dirais, probablement publiée en 2021, qui, elle, concernera en fait les Sorbonnes pour radionucléides. Le deuxième type de Sorbonne d'équipement de protection collective combattatoire, ce sont les Sorbonnes à recirculation. Alors, en termes d'objectif d'une Sorbonne à recirculation, je dirais que on a le même objectif. Elle est là pour protéger en fait contre les projections de produits chimiques et elle est là également pour protéger contre l'inhalation de produits chimiques. Simplement, les moyens qui vont être utilisés pour assurer cette protection vont être différents. On a toujours la notion de barrière d'air en façade, avec soit une guillotine, c'est-à-dire une façade mobile, ou des façades fixes, en fait, comme celle qui est représentée sur la diapositive ici. Mais à la différence d'une Sorbonne du volume pour créer cette barrière d'air, ne va pas être du bâtiment, il va être filtré, passé sur des filtres et recyclé à l'intérieur du laboratoire. Et j'ai un collègue allemand qui avait l'habitude de dire, en fait, une Sorbonne à recirculation, c'est une Sorbonne en fait, qui doit garantir deux niveaux de confinement. Le confinement de la façade et le niveau de confinement des filtres, en fait, le niveau d'abattement des filtres. Donc ici, la sécurité, elle dépend du facteur de confinement et de l'efficacité des filtres. Deuxième point important, sur les Sorbonnes à recirculation, on va trouver deux familles de filtres principaux. Les filtres pour les particules et les filtres pour les gaz et vapeurs. Sachant que la plupart aujourd'hui des Sorbonnes à recirculation du marché peuvent être équipées en fait, de la combinaison des deux. L'avantage de ces produits par rapport à ceux dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en termes d'installation, ils ne dépendent pas en fait, du réseau aéraulique du bâtiment. C'est-à-dire qu'ils peuvent être posés au sein du laboratoire sans être dépendants en fait, d'un apport d'air neuf. Je précise cependant que l'installation d'une Sorbonne à recirculation ne dispense pas en fait, d'une bonne ventilation du laboratoire. Donc, le principe ici, c'est bien de créer une barrière d'air entre l'utilisateur et la manipulation. Je vous ai dit qu'on pouvait avoir deux types de façades. Ici, on a une représentation d'une Sorbonne à recirculation avec une façade à guillotine, donc semblable à celle qu'on trouve sur les Sorbonnes à extraction. Mais la différence ici, c'est que l'air n'est pas extrait du bâtiment. On voit qu'ici, il passe sur une colonne de filtration et est recyclé en fait dans le laboratoire. Donc, bien évidemment, une Sorbonne à recirculation doit offrir les mêmes performance de confinement qu'une Sorbonne classique au niveau de sa façade, mais elle doit aussi offrir des garanties au niveau de la performance de son système de filtration. Alors, en termes de filtration, je dirais on va
on va trouver plusieurs dispositifs aujourd'hui en termes de Sorbonne à recirculation sur le Sorbonne à recirculation assez basique, en fait, sur lequel vous allez trouver un filtre principal, une question de ventilation et un recyclage direct. Les Sorbonnes les plus évoluées, en général, associent des filtres de sécurité, enfin des filtres principaux de sécurité, des filtres redondants, en fait, qui, en cas de défaut du filtre principal, viennent prendre le relais du filtre principal, et des systèmes, en fait, de détection de la qualité d'air en sortie de filtre. Je dirais que la sécurité ou une garantie de sécurité dépend notamment de la disponibilité de ce genre de dispositif. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce genre de dispositif ne dispense pas de la nécessité de ventiler le laboratoire, mais par contre, ce sont des dispositifs qui sont indépendants de cette ventilation, c'est-à-dire que l'ajout ou le retrait d'une Sorbonne à recirculation due dans le laboratoire ne compromet pas la ventilation générale. Alors, les Sorbonnes à recirculation, elles sont définies dans plusieurs normes. Il y a une norme française assez complète qui a été, dans sa première version, publiée en 1996, qui a été revue en 2009 et qui, pour l'instant, est toujours valable dans l'attente en fait, de la publication d'une norme européenne. Il y a également en fait, une norme anglaise qui est exactement dans la même situation que la norme française. Une norme chinoise, alors c'est une petite fierté, c'est que la norme chinoise, en fait, c'est très fortement inspiré de la norme française. Et elle l'a un petit peu complétée d'ailleurs avec des exigences de sécurité complémentaires. Il y a également une recommandation américaine sur ce sujet-là. Il y a une norme australienne et donc une norme en préparation au niveau européen qui va reprendre globalement les exigences de la norme française et de la norme anglaise combinées. Au niveau des performances donc, en façade, le test de confinement qui est appliqué sur les Sorbonnes à recirculation en France est le même que celui qui est appliqué au niveau des Sorbonnes à extraction. C'est le test de confinement dans le plan interne. Et le texte de référence en termes de valeur de confinement est le même que celui appliqué aux Sorbonnes à extraction. C'est-à-dire qu'on ne doit pas retrouver plus de 0,1 ppm de SF6 dans le plan interne de la Sorbonne. Et dans la NFX 15211, on ajoute un deuxième critère de performance, c'est-à-dire que la vitesse d'air en façade associée à ce confinement doit être supérieure à 0,4 mètres par seconde lorsqu'il s'agit d'une façade à guillotine, et elle doit être comprise entre 0,4 et 0,6 mètres par seconde pour les façades fixes. Le deuxième test qui est systématiquement appliqué au Sorbonne à recirculation, ce sont forcément des tests de filtration. Donc là, la norme NFX 15211 est très précise et très complète au niveau de la définition des tests de filtration, et notamment, elle définit qu'une Sorbonne à recirculation doit être testée avec en test de type avec 3 produits de référence que sont l'isopropanol, le cyclohexane et l'acide chlorhydrique. Le principe, en fait, c'est d'émettre ces produits de test à l'intérieur de l'enceinte, en général par un dispositif d'évaporation en goutte à goutte, à des concentrations qui sont de l'ordre de 200 ou 50 ppm. Et pendant tout le temps du test, on va aller vérifier dans 2 zones, au-dessus du ventilateur et en façade de l'appareil, qu'il n'y a pas de rejet en fait, de ces produits chimiques. Avec un seuil de référence, c'est que pendant le test, on ne doit pas retrouver plus de 1% de la valeur limite d'exposition de ces produits. Donc 1% de la valeur d'exposition de ces produits, par exemple, la valeur limite d'exposition professionnelle en fait, de l'acide chlorhydrique étant de 5 ppm, on ne doit pas retrouver plus de la valeur limite d'exposition professionnelle de ce produit pendant le test. Si je reviens tout à l'heure à la notion de confinement, ça fait que pendant le test, on demande à la Sorbonne à recirculation d'abattre d'un facteur au minimum d'un facteur 1000 la concentration qui est émise à l'intérieur de l'enceinte. Au niveau de la filtration des particules,
on va demander à l'ETRAF, en fait, à la Sorbonne à recirculation, d'être équipé au minimum d'un filtre H14. Ces filtres H14, lorsqu'ils sont présents, ils assurent, selon le test en fait, de l'EN 1822, une performance de filtration globale au moins égale à 99,995%. Et là encore, si je transforme ça en facteur de confinement ou facteur d'abattement du filtre par rapport à ce qui est manipulé à l'intérieur de l'enceinte, on va retrouver des abattements qui sont supérieurs à 20 000 pour les filtres H14. On trouve même sur le marché des produits qui sont équipés de filtres U17. Et là, on va retrouver des facteurs de confinement qui sont de l'ordre de 2 millions, c'est-à-dire un abattement d'un facteur 2 millions entre la concentration de particules qui est dans l'enceinte et ce qui ressort en fait des filtres. La conformité, elle doit être attestée. Alors, ça, c'est vrai pour les Sorbonne à recirculation et les Sorbonne à extraction. Je vous engage, en fait, lorsque vous installez une Sorbonne, à demander à votre fabricant de vous fournir les certificats de test et les certificats de conformité. Vous retrouverez, en fait, ces valeurs de test, les valeurs de confinement, les valeurs de performance de filtration, conformément aux normes. Une particularité pour les Sorbonne à recirculation, le fabricant doit aussi vous fournir la liste des produits chimiques retenus par les filtres. Je dirais d'une manière en complément en fait, de cette exigence, vous devez aussi, avec le fabricant, établir, avant de choisir votre Sorbonne à extraction ou votre Sorbonne à recirculation, si elle est bien adaptée à votre besoin et à votre exposition, voilà, la limitation de votre exposition aux agents chimiques. Alors, comme je disais, je ne vais pas forcément développer tous les équipements de protection collective. Mais la démarche en fait, de compréhension du fonctionnement de l'équipement de protection, elle est vraie aussi pour les boîtes à gants ou les isolateurs. Très clairement, en termes de confinement, on a un confinement beaucoup plus important avec une boîte à gants ou un isolateur, mais on a aussi des contraintes d'utilisation qui sont plus élevées. Les bras articulés, alors de manière générale, on considère que le bras articulé aspirant n'est pas un moyen de protection. Par contre, on ne peut pas non plus ignorer qu'il est installé et qu'il est disponible dans les laboratoires. Mais faites bien attention lorsque vous l'utilisez, qu'il soit bien adapté, bien positionné par rapport à votre manipulation. Et les postes de sécurité microbiologique, qui sont un petit peu la star du moment avec la crise du Covid. Ces postes de sécurité microbiologique sont définis dans une norme européenne qui est l'EN 12469. Vous allez retrouver dans cette norme également une expression en fait, de la notion de confinement. Ce confinement particulier défini dans l'EN 12469 est un petit peu différent. On émet en fait notamment de l'iodure de potassium et on va regarder si cette iodure de potassium particulière en fait, ressort par la façade du produit. Au niveau de l'installation des Sorbonnes, il ne faut surtout pas négliger en fait, la bonne installation. Alors, il y a quelques données qui sont, quelques informations utiles qui sont données dans la Technical Specification EN 14175 partie 5. Par exemple, on va vous dire qu'il ne faut pas mettre deux équipements de protection ventilés dos à dos à une distance de moins de 3 mètres. Évidemment, si vous mettez deux appareils aspirants dos à dos, à un certain moment, en fait, ils vont se perturber l'un l'autre. Il faut faire attention à la position vis-à-vis des fenêtres et des portes. Donc, il faut au moins une distance de 1 mètre entre la façade de l'appareil et une porte, par exemple. Faites attention également aux dispositifs d'apport d'air. Si vous avez des climatisations ou tout simplement des bouches d'apport d'air à proximité des équipements de protection collectifs, ils peuvent être de nature à très fortement perturber le confinement de votre appareil. Donc, toutes ces données-là sont disponibles. Gardez aussi toujours en fait, des couloirs de circulation à proximité des Sorbonnes les plus larges possibles, justement pour éviter que le passage d'une personne vienne perturber le flux d'air pendant la manipulation. Alors ensuite, là je vous ai mis une photo de ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, j'ai ma collaboratrice, en fait, Marie Faure, sur cette photo, vous voyez qu'elle a la tête à l'intérieur de la Sorbonne. Ben, typiquement,
Là, ici, on n'est pas dans une situation de sécurité. La façade de la Sorbonne, elle est descendue, elle doit être positionnée entre le visage de l'utilisatrice ou de l'utilisateur et le produit chimique, pour la protéger non seulement contre les vapeurs, mais aussi contre les projections possibles de ce produit chimique. Sur la photo, vous voyez également que j'ai tracé une ligne bleue. Ça, c'est, je dirais, un élément qui est souvent oublié par les utilisateurs, c'est que les 15 premiers centimètres entre le bord de la Sorbonne et l'intérieur de la Sorbonne est une zone en fait sur laquelle les produits, enfin on n'est pas en sécurité vis-à-vis des produits. Tous les produits, tous les équipements doivent être au moins à 15 centimètres de la façade. Si vous avez des équipements encombrants, on va vous recommander également de les mettre en fait sur des pieds ou les surélever parce que le flux d'air est attiré vers l'arrière de la Sorbonne et si vous avez des équipements encombrants, ce flux d'air ne va pas pouvoir circuler, vous allez créer des turbulences et éventuellement des sorties de produits chimiques par la façade. Le volume ne doit pas être trop encombré. Je rajouterai que le volume ne doit pas être utilisé comme espace de stockage parce que lorsqu'il est utilisé comme espace de stockage, ça veut dire tout simplement que votre plan de travail n'est plus disponible pour la protection des utilisateurs contre le risque chimique. Évidemment, on n'obstrue pas les zones de ventilation, les foilers, les baffles, les filtres, notamment si vous avez une Sorbonne à filtration, sur le dessus d'une Sorbonne à filtration, on ne pose pas de carton ou d'équipement puisque c'est l'endroit où se trouvent les sorties d'air. Et surtout, les équipements de protection sont équipés d'alarmes et on ne désactive pas ces alarmes. Il est très courant en fait, de voir des contrôleurs de Sorbonne sur lesquels on a désactivé les buzzers ou les voyants. Il faut savoir que s'il y a des voyants et des buzzers, c'est qu'ils ont quelque chose à vous dire. Ce n'est pas forcément quelque chose de grave, c'est peut-être tout simplement que vous avez besoin de fermer la façade de la Sorbonne ou de changer vos filtres. Mais ces alarmes, il faut les écouter et pas les rendre silencieuses. Règle générale, donc, je continue sur ce sujet-là. Bien vérifier évidemment l'usage et la compatibilité des produits manipulés avec l'équipement de protection collectif. A priori, quand je commence une manipulation, si je n'ai pas fait d'analyse du risque, je ne peux pas conclure immédiatement pour savoir si une Sorbonne raccordée est adaptée, si une Sorbonne à recirculation est adaptée ou une boîte à gants. Ça peut être tout l'un, tout l'autre. Éviter de faire cohabiter chaleur et solvant inflammable. Couvrir autant que possible les récipients. J'insiste là-dessus, ça paraît une évidence, mais les produits chimiques qu'on manipule dans nos Sorbonnes, alors s'il y a des filtres et que je laisse évaporer, au pire, ils vont contribuer à la saturation des filtres, mais s'il n'y a pas de filtre, on les envoie directement dans l'atmosphère. C'est vrai que sur les Sorbonnes raccordées, c'est 99% des cas. Ça viendrait à l'idée de personne en fait, de prendre son produit chimique et de le verser directement dans l'évier. Pour les Sorbonnes, c'est exactement la même chose. En fait. C'est lorsque vous laissez évaporer en fait, un produit chimique sans contrôle, ce produit chimique va se retrouver en fait, dans l'environnement, dans les conduits. Donc, dans la mesure du possible, en fait, on couvre à la source, on limite les évaporations et les émissions à la source. L'équipement de protection n'est là qu'en surcouche de protection par rapport au geste initial. On n'utilise pas, je l'ai déjà dit, les Sorbonnes comme espace de stockage, c'est très très courant. On ne démonte pas, on ne customise pas les équipements de protection collective, ils répondent à des normes. La moindre modification serait de nature à entraver en fait, leur bon fonctionnement. On garde des marquages de sécurité visibles et on inspecte régulièrement le fonctionnement en fait, de la Sorbonne. Alors, le fonctionnement de la ventilation, mais aussi le fonctionnement de la guillotine. Il faut savoir qu'une guillotine défectueuse, ça peut être une guillotine dangereuse. Hein. Une guillotine, ce que j'appelle guillotine, c'est la façade devant la Sorbonne. Une guillotine qui tombe sur les mains d'un utilisateur, ça peut être largement aussi grave qu'une exposition à des produits chimiques. Ensuite, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un équipement de protection, donc effectivement, il faut le contrôler après son installation. Ça, la plupart du temps, c'est fait. Mais tout au cours de sa vie, il va nécessiter
des vérifications. Alors la loi nous dit que pour les équipements de protection collective, ils doivent être contrôlés périodiquement. Cette périodicité, je dirais, elle peut être tous les 6 mois, tous les 1 an. Je ne pense pas qu'elle puisse être moins que ça. Et puis, moi, je vous engage aussi à choisir des équipements qui ont du contrôle en fait en temps réel. Aujourd'hui, on peut avoir des Sorbonne avec des contrôles de flux d'air, avec des contrôles de pression, avec des alarmes d'ouverture de porte. Il ne faut surtout pas faire l'économie de ce genre de dispositif. Et sur les Sorbonnes donc raccordées, on va les tester au moins une fois par an selon le N14175-4. Et en France, on va vous demander en fait de faire le test de confinement dans le plan interne, vitesse d'air et éclairement au minimum. Je vous engagerai également à faire en fait, la vérification des clapets anti-retour s'il y en a sur vos Sorbonnes. Il faut savoir qu'un clapet anti-retour, en général, il a été installé pour éviter, en fait, en cas de coup de vent, que vous ayez en fait, le vent qui s'engouffre dans vos bouches d'aération et qui crée des retours d'air dans la Sorbonne. Ça, c'est une des premières utilisations. Deuxième utilisation possible des clapets anti-retour, c'est quand vous avez plusieurs Sorbonnes connectées à un même conduit, c'est d'éviter qu'une Sorbonne A rejette dans une Sorbonne B. Si votre clapet anti-retour est bloqué, vous n'êtes plus protégé contre ces phénomènes-là. Donc, c'est important de les vérifier régulièrement. La propreté des vitres, parce que l'acceptation d'une Sorbonne passe aussi par son ergonomie, par sa facilité à travailler avec. Et une Sorbonne mal entretenue, les utilisateurs vont hésiter en fait, à l'utiliser, vont rechigner à l'utiliser et donc vont se mettre en danger. Voilà. Et pour les Sorbonnes à recirculation, il est évident que du fait du fonctionnement des filtres, il va falloir aussi régulièrement vérifier le fonctionnement des filtres. Donc ça va se faire en permanence, par exemple avec des détecteurs de pollution embarqués. Mais au-delà de ça, aussi périodiquement, faites venir un technicien ou utilisez les services de maintenance de votre entreprise pour vérifier la performance des filtres vis-à-vis des vapeurs ou vis-à-vis des particules. Il y a des protocoles qui existent pour ça, et donc c'est à faire régulièrement. Et quoi qu'il se passe, le filtre, c'est un organe de sécurité, un peu comme la courroie de distribution ou les plaquettes de frein plutôt de votre voiture. Et quoi qu'il en soit, au bout d'un certain temps, les filtres doivent être changés. Et ça, il faut le budgétiser et l'anticiper. Voilà. Alors, je suis passé vite sur pas mal de notions. Hein. Je voulais quand même vous donner un panorama global. Ce que je voudrais surtout résumer en fait, par cette approche, c'est que dans un dispositif de protection contre une exposition à du risque chimique en laboratoire, il y a un certain nombre d'étapes obligatoires. La première, j'en ai pas parlé parce que je suis parti du principe que on la connaissait tous, mais c'est l'analyse du risque pour déterminer notamment la dangerosité du produit et surtout par l'exposition, les concentrations potentielles auxquelles je vais être exposé. Une fois que je connais ces concentrations potentielles, il va falloir déterminer l'équipement de protection le plus adapté pour m'assurer en fait la protection la plus faible à ce risque chimique. Donc pour ça, on a une palette, en fait, on a une boîte à outils avec des Sorbonnes à recirculation, des Sorbonnes à extraction, des bras articulés, des PSM. Ben, sachez choisir en fait le bon en connaissance en fait de son fonctionnement. Il faut ensuite surtout respecter les bonnes pratiques d'utilisation de ces équipements. J'insiste sur la nécessité de former les utilisateurs, de leur expliquer ce que sont les équipements de protection, comment ils fonctionnent, parce que c'est par la compréhension en fait, qu'on peut garantir que les gens ne font pas de bêtises. Assurer également le monitoring permanent et régulier en fait, des performances et procéder à des essais de réception de routine de ces équipements. Je vous remercie en fait de votre attention. Je voudrais remercier également Quarks de m'avoir invité à faire cette présentation dans un contexte difficile. Ils ont su s'adapter et transformer en fait l'événement de Orsay en webinar. Voilà, c'est une très très belle initiative. Merci à tous et j'espère en tout cas que je vous aurai apporté un petit peu d'informations sur le sujet qui, en tout cas, moi, me passionne.